Chers téléspectateurs, bonsoir. Le programme lancé le 29 janvier 2020 par le président de la République, M. Mohamed Ahmed Ghazouani, pour une enveloppe de l'ordre de 41 milliards d'anciennes ouguiya, représente une première série de plusieurs mesures qui seront lancées successivement, a déclaré le chef de l'État à l'occasion du lancement effectif à partir du quartier de Tarhil. Programme connu sous le nom Programme immédiat de sécurisation sociale. Ce programme provoque un changement positif et palpable dans les conditions de vie du citoyen mauritanien tout en offrant des opportunités d'emploi directes et indirectes. Pour débattre des différentes composantes de ce programme, nous recevons ce soir sur le plateau messieurs Mohamed Lamine Ould Seyid, qui est directeur de l'Institut national de la promotion de la formation technique et professionnelle INAP-FTP. Bonsoir, monsieur le directeur. Nous recevons également monsieur Dia Amadou Oumar, qui est chef de service des infrastructures maritimes et fluviales au ministère de l'Équipement et des Transports, Direction générale des infrastructures et transports. Bonsoir, monsieur Dia. Nous recevons également Dr Ali Cheibani Cheikh Ahmed, qui est le directeur général de l'Organisation de la régulation et de la qualité des services et des soins au ministère de la Santé. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Chers invités, comme vous le savez, le président de la République, M. Mohamed Ahmed Ghazouani, a lancé le 29 janvier 2020 un vaste programme qui permettra l'amélioration des conditions de vie des populations au niveau des différentes muqata'a de Nouakchott, un programme qui sera étalé dans un proche avenir au niveau des zones du pays. Quelle est l'importance de ce programme, monsieur le directeur? Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie la télévision de Mauritanie pour avoir donné l'occasion de parler de ce programme prioritaire. En attendant que les programmes sectoriels des différents départements produisent les effets attendus, le président de la République, M. Mohamed Ghazouani, a lancé le programme prioritaire de renforcement du pouvoir d'achat et d'amélioration des conditions de vie des populations. Ce programme touche pas mal de secteurs qui sont en relation directe avec les besoins prioritaires des citoyens et de la population d'une façon générale. Au niveau de votre secteur, au niveau de l'éducation, créer des opportunités d'emploi. Au niveau du secteur de l'enseignement secondaire, de l'éducation d'une façon générale, comme vous le savez, notre système éducatif connaît beaucoup de dysfonctionnements qui nécessitent des interventions assez rapides. Et c'est dans ce cadre que ce programme a donné une place de choix au secteur de l'éducation d'une façon générale. Au niveau du fondamental, compte tenu que le programme électoral du président de la République promet au niveau du fondamental une extinction progressive du privé, ce programme va donner l'opportunité d'augmenter la capacité d'accueil du système au niveau du fondamental, avec la création de 853 salles de classe. Donc, quelle est la répartition de ces salles de classe? Si vous avez une idée un peu. 79 écoles complètes. J'ai la répartition au niveau des... Au niveau des quartiers spécifiquement objet du programme. Pour le fondamental... des écoles inscrites dans le cadre du programme lancé par le président de la République au niveau des muqata'a. C'est ça, exactement. Il y a des écoles qui, pratiquement, elles ont touché tous les pays, et surtout les zones les plus nécessiteuses. Donc, il y avait une répartition dont les critères étaient
de combler le déficit apparu dans la carte scolaire au niveau des zones, et surtout les plus nécessiteuses, que ce soit au niveau de Nouakchott et au niveau de l'intérieur du pays. Le coût global de ces salles de classe. Le programme donc prévoit 484 salles de classe, je pense, c'est au niveau de l'ensemble des zones ciblées par le programme. Non, il y a 853 salles de classe au niveau du fondamental seulement. Donc 415 classes sont prévues pour résorber les élèves qui vont venir l'année prochaine du privé, au niveau du fondamental. Et le reste pour combler les déficits en salles de classe déjà existants au niveau de différentes qatas. Pour ce qui est du secondaire, ce programme va permettre la création, la construction de 42 établissements au niveau du secondaire pour un coût de 280 millions MRI. Au niveau de la FTP, il y aura la construction de centres dans le domaine du BTP au niveau de Riyad, qui va porter sa capacité d'accueil sera au moins de 1200 jeunes et sera doté de tous les équipements nécessaires pour améliorer l'employabilité des jeunes à travers la mise en œuvre d'une formation de qualité. Et il y aura aussi l'extension de 5 établissements de formation, dont ceux de Selibabi, d'Ayoun, de Kifa, celui d'Atar, de Rosso et le Centre supérieur d'enseignement technique au niveau de Nouakchott. Voilà en gros les interventions qui auront lieu dans le cadre de ce programme prioritaire au niveau de l'éducation d'une façon générale, au niveau de 3 ordres d'enseignement, le fondamental, le secondaire et la formation technique et professionnelle. Au niveau des routes, donc, un vaste programme a été donc, lancé au niveau de ces Muqata'a. Nous avons vu le département de l'équipement d'ailleurs venu superviser l'état d'avancement de ce projet. Le ministère de l'Équipement et des Transports a assuré qu'un suivi régulier de ce tronçon sera exécuté conformément au cahier des charges des différentes sociétés en charge de réaliser ce tronçon. Okay. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir donné la parole et de m'exprimer au nom de mon département qui est le ministère de l'Équipement et des Transports. Donc, comme vous venez de dire, il y a lieu de rappeler le programme qui nous a amené ici. Donc, c'est un programme immédiat de sécurité sociale que le président, son Excellence, qui est le président de la République, a lancé. Donc, un programme qui suscite vraiment un engouement et qui embrasse pratiquement tous les secteurs de développement. Donc, je dirais que ce programme vient à point nommé, et d'autant plus qu'il va servir à améliorer les conditions de vie des populations, surtout vivant dans les quartiers défavorisés. Donc, mais pour les populations qui n'ont aucune idée sur le lancement du programme initié par le chef de l'État, tout récemment, le 29 janvier 2020, à partir de Tarhil, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes composantes de ce programme, notamment en matière d'infrastructures routières, et les différents axes qui sont inscrits dans le cadre de ce programme? Merci. Merci. Donc, en ce qui concerne le volet infrastructure routière, le ministère de l'Équipement et des Transports prévoit de réaliser 40 km de route bitumée, donc répartie dans pratiquement la quasi-totalité des Muqata'a. Donc, il y a la Muqata'a en fait, toutes les Muqata'a, à l'exception de 2 Muqata'a qui ne sont pas concernés par ce volet, donc construction de routes neuves, telles que la Muqata'a de Sepra, et également celle de Tabrakzen. Donc, sinon, toutes les autres, en fait, tous les autres départements sont concernés par ce vaste programme donc, de développement que le président a lancé. Donc, le ministère de l'Équipement et des Transports prévoit donc de faire
un linéaire de 40 km de route bitumée, donc répartie sur un certain nombre de Moukata que je vais tantôt citer. Donc nous avons au niveau de la Moukata de Kazar, nous avons environ 4 km de voiries neuves qui sont réalisées. Donc il s'agit de l'axe reliant la route Ayantara et Carrefour Campus universitaire. Nous avons aussi au niveau de Théaret, nous avons 3 axes importants aussi qui doivent être aussi réalisés, donc qui font un cumul de 5 km. Et nous avons aussi au niveau d'Arnaïm 9 km, donc c'est la Moukata qui bat le record en termes de linéaire, donc qui sera réalisé dans cette Moukata. Et nous avons aussi au niveau de la commune d'Arafat environ 7 km de routes bitumées qui sont réalisées. Puis au niveau de la Moukata de Touzinine, nous avons 7 km aussi, 188 km linéaires de routes qui seront aussi réalisés. Et au niveau des Éminents, nous avons environ 3 km, c'est 2 km 700. Bon. Puis au niveau de Riyad, nous avons 5 km 800. Donc ce qui fait un total de 40 km de routes bitumées qui seront réalisées au profit de tous ces départements que je viens de citer. Donc si je n'ai pas en fait parlé de CEPRA, c'est parce que nous savons tous au niveau de CEPRA maintenant, il y a déjà un projet de voirie donc, qui vient d'être achevé, donc il n'est pas encore réceptionné, donc qui donne un bon maillage donc, en termes de densité de réseau. Donc du coup, on a jugé pas trop utile donc d'investir dans ce secteur-là, surtout au niveau de cette Moukata, d'autant plus qu'il y a d'autres Moukata qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus demandeurs en termes d'infrastructures routières. Donc ça dépend de la densité du réseau au niveau de la Moukata. Et voilà, donc du coup, Tavarkzen aussi, tout le monde le sait aujourd'hui, Tavarkzen a bénéficié d'un vaste programme de mise à niveau des voiries et des pavages. Donc du coup, c'est les 2 communes pratiquement qui n'ont pas été touchées par ce programme de construction de voies neuves. Bon, par rapport à ça aussi, il y a j'ai oublié de signaler, il y a aussi le volet pavage. Donc il est prévu de faire des trottoirs pavés sur 2 axes qui sont... À l'image de ce qui a été déjà réalisé. Oui, donc à l'image de ce qui a été déjà réalisé. Il s'agit donc de l'axe qui passe, qui relie le carrefour Sabah, côté de l'hôpital national, vers le carrefour Senef, plus l'axe qui quitte le carrefour Toulouse. On va y revenir, voilà. M. Dia Amadou Omar, sur l'ensemble de ces composantes de ce programme routier. Dr Ali certainement nous attend pour faire des amendements par rapport au volet sanitaire inscrit dans le cadre de ce programme. Au niveau de la santé, le programme, comme l'a dit le chef de l'État, assurera la gratuité des soins aux personnes à faible revenu et à la prise en charge complète du suivi sanitaire prénatal et des soins infantiles jusqu'à l'âge de 5 ans, quelles que soient les pathologies dont ils souffrent, en plus de la gratuité des urgences. Ça c'est une innovation faite par le ministère de la Santé, c'est-à-dire la prise en charge des urgences. Donc c'est une première dans l'histoire de la Mauritanie et c'est une bonne chose surtout pour les populations les plus pauvres. Donc ce programme fera baisser de 55% le forfait des soins pour femmes enceintes au profit de 50 000 bénéficiaires, tout comme il prendra en charge les soins des victimes des accidents de la circulation, en plus de l'élargissement de l'aide médicale et du renforcement du contrôle routier qui couvrira tous les axes principaux. C'est-à-dire le programme assurera également la gratuité des transferts de malades entre structures sanitaires et celui des victimes de maladies aiguës telles que l'insuffisance rénale et comportera un volet de lutte contre la malnutrition chez les femmes et les enfants à travers l'ouverture de 450 nouveaux centres de nutrition. Donc, docteur, voilà une synthèse un peu des différents volets de ce programme. Vous pouvez nous en dire plus. Merci de nous donner cette occasion de montrer l'importance de cette action. Effectivement, ce sont des mesures ambitieuses et qui contribueront vers ce que nous devons réaliser d'ici à 2030, c'est-à-dire la couverture santé universelle. En effet, en voulant couvrir la gratuité des soins pour les ménages les plus pauvres, il s'agit là effectivement
de 30 000 ménages déjà inscrits dans le registre social comme étant identifiés, ayant des cartes, et qui d'ici la fin d'année vont aller jusqu'à 70 000 ménages, et peut-être vers 1 ou 2 ans atteindront les 100 000 ménages. Ces 100 000 ménages, nous sommes en train maintenant de faire une négociation entre Taazour, qui est l'interface qui les identifie effectivement et qui les recense, et la CNAM, pour pouvoir les assurer afin de leur donner les mêmes droits que tous ceux qui sont assurés fonctionnaires. Ce sera une mesure sociale d'importance extraordinaire, parce qu'elle sera équitable, elle donnera des droits à ces individus qui étaient vulnérables, autant que ceux qui sont nantis. Et donc, il est attendu de ceci une utilisation plus importante des services de santé qui améliorera leur santé. La deuxième mesure, pour les femmes qui ne seront pas assurées, il a été aussi décidé de contribuer à leur place à 55% du forfait obstétrical. C'est une mesure aussi extraordinairement importante pour réduire les barrières financières à l'accès aux soins de suivi de grossesse et de grossesse. Il est attendu là aussi d'impacter la forte mortalité maternelle et néonatale et infantile en gros, avec aussi l'autre projet de nutrition qui va toucher avec 435 CRENAM, c'est-à-dire Centre de rééducation de malnutrition modérée, les familles les plus vulnérables. Donc là, ce sont des projets vraiment qui viennent à point nommé pour réduire l'accès financier, la barrière d'accès financier aux soins. Vous savez que le plus lourd fardeau pour les ménages ont été 2 postes de coût. Celui du médicament, qui est considéré comme étant 70% de ce que remboursent les femmes, les ménages annuellement pour la santé, et le transport. Ça nous amène à l'autre mesure aussi qui a déjà été lancée, la gratuité des transferts interstructures. Elle a déjà été lancée depuis le début de l'année pour les transferts entre hôpitaux, et ce programme permettra de l'étendre entre les centres de santé, les hôpitaux, et pourquoi pas entre les postes de santé et les centres de santé. C'est en train de s'étudier pour être finalisé, mettre les dispositifs nécessaires pour que ce soit une réalité d'ici la fin de l'année, je l'espère, parce que tout ça mérite quand même plus de finesse. D'accord, donc le programme touche plusieurs muqata'a au niveau de la capitale, connues comme zone de concentration des populations, parce que c'est des zones très peuplées. Vous ne pensez pas que la mise en place de ces infrastructures de santé, ces postes de santé, va un peu diminuer la pression sur les centres de santé existants et les différents hôpitaux au niveau de Nouakchott? Il ne s'agit pas là ici de construction de nouvelles formations sanitaires dans le programme. C'est plutôt des centres de récupération nutritionnelle, d'éducation et de récupération nutritionnelle, CRENAM. Voilà, la couverture de nos formations sanitaires est déjà dans un certain niveau assez suffisant. Elle est souvent sous-utilisée parce qu'il y a une barrière financière qui incite certains ménages à ne pas pouvoir accéder. Ces mesures-là de gratuité sont quelque chose qui va pouvoir faire utiliser ces services plus fréquemment à la mesure des besoins en santé de ces populations. Et c'est ça vraiment la valeur ajoutée de cette mesure. Donc ça va assurer un peu une prise en charge de ces populations pauvres au niveau de ces zones-là. Voilà, sans toucher à la qualité, parce que le coût est pris en charge effectivement par l'assurance maladie quand on sera dans l'hypothèse qu'il soit assuré. Ah d'accord. Voilà. Ah d'accord. Donc ils ont des facilités tout à fait particulières. C'est-à-dire 450 nouveaux centres de nutrition verront le jour avec ce programme. Avec ce programme, mais surtout 70 000 ménages, c'est-à-dire à peu près 420 000, un ménage étant de 6 personnes, seront à la fin du programme. Mais est-ce que vous avez les statistiques fiables au niveau de ces zones-là? C'est-à-dire les centres de nutrition, à peu près, vous ciblez à peu près 435 qui vont être positionnés on a une analyse cartographique de la vulnérabilité par rapport à nos analyses de malnutrition. C'est dans cette analyse cartographique qu'on va positionner nos centres de rééducation par rapport aux muqata'a les plus vulnérables, dans lesquels les pics de malnutrition sont les plus importants. Et donc ça va se positionner comme ça pour être dans les périodes de soudure les plus utiles. Ah d'accord. Et donc le programme, dans un premier temps, il cible à peu près 50 000 bénéficiaires, des femmes enceintes. Voilà, des femmes enceintes, par exemple, pour une distribution. Et progressivement, au
cours de l'année, en fonction des périodes, va s'étendre pour être le plus rationnel et le plus adéquat possible. D'accord. Merci, monsieur le directeur. Donc, on va essayer de revenir à la formation professionnelle. Nous avons à peu près un grand effort au plan de l'enseignement et de la formation professionnelle. Donc le programme, il sera procédé dans le cadre de ce programme avant la fin de l'année à la construction de 42 établissements d'enseignement secondaire, 89 écoles avec cycle complet et 484 salles de classe pour l'extension des structures scolaires déjà existantes et l'augmentation des capacités d'accueil de notre système d'enseignement et sa préparation à accueillir l'année prochaine tous les élèves de la première année du cycle primaire en préalable de l'édification de l'école républicaine. S'agissant de l'école républicaine, c'est une première dans l'histoire de la Mauritanie. Ça va certainement un peu augmenter le taux de scolarisation. Ça va un peu augmenter aussi chez les enfants l'importance de l'éducation nationale. Quel est l'amendement dans le cadre de ce programme du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle? Exactement. On a parlé dès le début de ces mesures qui rentrent dans le cadre de ce programme prioritaire. De façon générale, le programme de son Excellence le Président de la République accorde un intérêt particulier au système éducatif, à la réforme de l'école mauritanienne. Les mesures phares de ce programme portent sur l'amélioration de la capacité d'accueil de différents ordres d'enseignement au niveau du fondamental, dont certaines actions prioritaires sont inscrites dans le cadre de ce programme, avec la création de 89 écoles complètes et la construction de 484 salles de classe pour combler un peu le déficit déjà existant. Donc le programme est venu compléter le déficit existant au niveau des infrastructures scolaires. Ça, c'est les actions qui sont inscrites dans le cadre du programme prioritaire. Mais l'objectif des engagements dans le cadre du programme prioritaire de son Excellence sont plus ambitieux que cela. Parce qu'au niveau du fondamental, et au niveau de il est prévu la création de plus de 3500 salles de classe. Et il est prévu aussi le recrutement de 6000 enseignants pour un peu satisfaire les besoins de cet ordre d'enseignement. Au niveau du secondaire, la même chose, il y aura la création de dizaines. Au niveau du programme prioritaire, il y a 42 établissements qui seront créés. Et dans le cadre du programme du président de son Excellence pendant ce quinquennat, il est prévu la création de dizaines et la formation de centaines de formateurs, de professeurs au niveau du secondaire. Ainsi qu'au niveau de la FTP, il y aura l'extension de la capacité d'accueil de différents établissements de formation et la création de quelques autres établissements de formation. Mais au niveau des centres, vous n'avez pas de centres de formation professionnelle? Oui, on a au niveau de toutes les wilayas, on a des centres de formation professionnelle, excepté la wilaya de l'Inchiri. Mais dans certaines wilayas même, il y a des centres de formation professionnelle. Maintenant, pour ce qui est de la FTP, il y aura la création du centre de Riyad dont nous avons parlé dans le cadre du programme prioritaire, mais il y aura aussi la création d'un institut supérieur de technologie, des commerces et des services, et aussi un institut de technologie industrielle qui va prendre en charge la formation, c'est les besoins prioritaires des secteurs émergents, tels que le pétrole et le gaz. Et il y a aussi, pour améliorer la qualité de la formation, il y a la création de 3 centres de développement de compétences, un centre au niveau pour le secteur du BTP, et un centre pour le secteur de l'industrie, un centre pour le secteur des services. Ces centres vont assurer la formation initiale des formateurs et aussi leur formation continue. Déjà, le dimanche passé, il y a eu le concours de recrutement de 120 élèves formateurs qui subiront une formation de 2 ans
pédagogiques et techniques et un stage dans des établissements de formation et qui vont combler, et vont renforcer le personnel formateur déjà au niveau du dispositif de la formation technique. La caractéristique de ces formateurs, qu'ils seront tous certifiés et pour garantir une formation de qualité et qui répond aux besoins de l'économie nationale. Mais juste après la formation professionnelle, il y a toujours des petits problèmes d'emploi qui se posent. Est-ce que le programme a tenu compte de cet handicap? En général, les curricula... Parce qu'au niveau des centres de formation, on forme des ressources humaines, mais certains d'entre eux se plaignent, une fois formés et sortis des différentes promotions, le problème d'emploi et d'embauche se pose. Bon, en général, dans le cadre du programme électoral du président, il y a aussi la révision des différents curricula de formation au niveau des différents ordres d'enseignement. Au niveau de la FTP que vous avez évoqué, en général, le processus d'élaboration du programme passe par plusieurs étapes. Il y a toujours des sites sectoriels pour identifier les besoins en compétences des secteurs de l'économie nationale. À la base, c'est la base des résultats de ces études sectorielles. Il y a les programmes de formation qui sont élaborés et aussi il y a l'identification des besoins en équipement qui devront être fournis aux établissements de formation et la formation des formateurs, c'est des programmes élaborés. Donc, tout le processus qui garantit l'adéquation de la formation à l'emploi et garantit aussi la qualité de la formation sont en général proscrits dans le cadre du processus de formation professionnelle. Merci. Donc, M. Dia, par rapport au programme routier, quel est le nombre de kilomètres ciblés par ce programme entre les différentes Muqata'a? Ok. Donc, comme je viens de dire lors de mon intervention précédente, je crois que j'ai abordé aussi cette thématique-là, surtout la rubrique qui concerne le nombre de linéaires de routes qui doit être réalisé. C'est des routes nouvellement construites ou c'est une réhabilitation? Ouais, en fait, on a 40 km de linéaires de routes qui sont nouvellement, donc qui vont être construites. En donc, plus d'autres qui sont réhabilitées. En plus des routes existantes, donc qui seront pas réhabilitées, mais qui vont bénéficier en fait, du pavage et des trottoirs. Donc, pour parler des axes que... Mais la qualité de la route, est-ce que la tenue des insuffisances des autres routes, parce que les gens parlent d'un manque de dosage au niveau du béton, au niveau, par exemple, du goudron, etc. Parce qu'une fois le réseau routier mis en place, vous revenez 4 ou 5 mois, il est complètement emporté par le ruissellement des eaux ou par les eaux usées. Ça, c'est une constatation, même au niveau des routes déjà existantes au niveau de Nouakchott. Est-ce que vous avez tenu compte de cet inconvénient? Si, pour ce programme, on a vraiment pris en charge, en fait, cette inquiétude qui est donc la qualité donc, de la route. Et on a pris des mesures drastiques pour pouvoir vraiment éviter en fait à ce que nos routes ne soient dégradées dans un court temps en fait. Parce que la route, elle demande beaucoup de moyens. Donc pour la faire, il faut vraiment mettre tous les moyens qu'il faut pour que cette route soit durable. Parce qu'elle doit servir en fait les populations. Mais donc, ça dépend aussi des sociétés auxquelles on confie l'exécution des travaux, parce que ça doit être pris en compte dans le cadre des cahiers de charges. C'est-à-dire les conditions doivent être inscrites dans le cadre des cahiers de charges. Donc les cahiers de charges, en fait, sont là pour en fait... on essaie de mettre toutes les dispositions possibles pour que ces cahiers de charges-là soient respectés. Bon, donc, la mission de contrôle, elle est là, elle doit jouer son rôle, elle doit faire de telle sorte que l'entreprise qui est en train de réaliser les travaux soit conforme
aux spécifications techniques qui sont données. Donc, dans le cadre CEVARI, on a prévu au niveau du corps de société donc de faire une amélioration, surtout au niveau de la couche de base. Parce que, bon, pour vous faire juste un petit briefing par rapport aux différentes compositions donc, du corps de société. Donc, on a le profil en travers est comme ça. Donc, on a par exemple une couche de revêtement qui est la couche de surface, la couche de roulement. Et on a la couche de base. Et puis, on a la couche de fondation. Maintenant, nous, à notre niveau, pour ce programme-là, on a essayé de faire la couche de base en grave, donc bitume. Le grave bitume, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire un mélange de granulat et du sable, donc pour former ce qu'on appelle le grave, et puis maintenant traiter ce matériau pour améliorer donc la cohésion et aussi l'adhérence des particules. Donc ce qui fait, on a une couche de base qui fait 8 cm, donc en grave bitume, et puis on a 5 cm de tapis d'enrobé, puis on a 20 cm de couche de fondation. Ça, c'est trop technique. Bon, c'est trop technique, voilà. Bon, si j'ai bien compris, ça veut dire que vous avez pris toutes les dispositions nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ce programme routier et vous avez tenu compte des différentes insuffisances constatées au niveau de l'exécution des axes routiers, au niveau national et au niveau régional. C'est parfait. On va observer une pause, suivre un reportage sur le lancement de ce programme lancé par le président de la République, M. Mohamed Ahmed Ghazouani, à partir de Tarhil le 29 janvier 2020. Un reportage signé Bailaba. Le programme prioritaire lancé à partir du quartier Tarhil de Toujénine dans la wilaya de Nouakchott Nord par le président de la République, M. Mohamed Ghazouani, est de nature à donner une impulsion pour un changement positif et palpable dans les conditions de vie des citoyens. D'ailleurs, le président de la République a indiqué dans le discours prononcé à cette occasion que c'est dans ce cadre qu'il a été lancé le programme de sécurité sociale immédiate et dont l'une des composantes porte sur la construction de 40 km de tronçons routiers bitumés dans les quartiers défavorisés des différentes muqatas de la capitale. Ce programme de sécurité sociale immédiate comporte 20 projets couvrant les secteurs de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, des infrastructures, de l'environnement et de la solidarité, ainsi que l'appui aux citoyens, aux pauvres les plus vulnérables. L'éducation et l'enseignement professionnel ne sont pas en reste. Le programme prioritaire donne une part belle à ces deux domaines. Ainsi, le président de la République a indiqué qu'il sera procédé avant la fin de l'année à la construction de 42 établissements d'enseignement scolaire, 89 écoles avec cycle complet et 484 salles de classe pour l'extension de structures scolaires déjà existantes et l'augmentation des capacités d'accueil de notre système d'enseignement et sa préparation à accueillir l'année prochaine tous les élèves de la première année du cycle primaire en préalable de l'édification de l'école républicaine. Il a ajouté que les établissements de l'enseignement professionnel feront l'objet d'extension et un centre de formation professionnelle pouvant recevoir 1200 étudiants sera créé dans la Muqata de Riyad pour répondre aux besoins du marché de l'emploi technicien dans les différents domaines et faciliter l'intégration des fils et filles dans la vie active et à exercer des métiers qui leur garantissent les conditions d'une vie digne. Parallèlement à cela, les bourses mensuelles des étudiants seront augmentées de 5 000 anciennes ouguiyas au profit de 8 000 étudiants. Dans le domaine de la santé, le programme assurera la gratuité des soins aux personnes à faible revenu et à la prise en charge complète du suivi sanitaire prénatal et de soins infantiles en plus de la gratuité des urgences. D'ailleurs, le président de la République, M. Mohamed Ghazouani, a indiqué que le programme fera diminuer de 55% le forfait des soins pour femmes enceintes
au profit de 50 000 bénéficiaires, tout comme il prendra en charge les soins des victimes des accidents de la circulation, en plus de l'élargissement de l'aide médicale et du renforcement du contrôle routier qui couvrira tous les axes principaux. Le programme assurera également la gratuité des transferts de malades entre structures sanitaires et celui des victimes de maladies aiguës telles que l'insuffisance rénale et comportera un volet de lutte contre la malnutrition chez les femmes et les enfants à travers l'ouverture de 450 nouveaux centres de nutrition. S'agissant de la solidarité sociale, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de l'appui aux familles les plus pauvres, le programme de sécurité sociale immédiate élargira la base des bénéficiaires de transferts financiers. Le président de la République a déclaré dans ce sens que le nombre des bénéficiaires de transferts financiers continuera à s'accroître jusqu'à couvrir en fin 2021 près de 100 000 familles. Les ménages disposant d'abonnements sociaux qui représentent 60% de l'ensemble des abonnés domestiques verront les prix d'électricité qui leur sont appliqués baisser de 20%. La distribution gratuite des denrées alimentaires se poursuivra, a dit le président de la République, et devra s'élargir pour couvrir 100 000 familles sur l'ensemble du territoire national, et la Société nationale de poissons sera appuyée pour garantir l'approvisionnement au profit d'environ 100 000 familles avec une quantité annuelle de plus de 16 000 tonnes de poissons au tarif de 50 ouguiyas le kilogramme au lieu de 9 000 tonnes annuelles actuellement. Il a indiqué qu'une ligne de sécurisation sociale d'un montant d'1 milliard d'anciennes ouguiyas sera orientée vers les familles en milieu rural et un programme d'appui aux femmes entrepreneurs sera lancé pour l'octroi de crédits conséquents aux projets portés par les personnes aux besoins spécifiques dans le domaine prometteur. En matière d'amélioration des conditions de vie en zone rurale, le président de la République a fait savoir qu'un programme spécifique de collecte des ordures sera lancé dans 30 zones à l'intérieur du pays, concomitamment avec la création d'espaces publics et la construction de trottoirs dans toutes les vilayas du pays et dans les quartiers populaires de la capitale. Le programme de sécurité sociale immédiate qui comporte 20 projets est financé à hauteur de 41 milliards d'anciennes ouguiyas. Pour le président de la République, ce programme prioritaire constitue le premier d'une série d'autres qui seront lancés en vue d'impulser un changement positif concret des conditions de vie des citoyens. Sa mise en œuvre créera de nombreuses opportunités d'emploi directes et indirectes. Voilà, merci mon collègue Baylaba pour ce reportage détaillé sur les différentes composantes de cet ambitieux programme lancé par le président de la République, M. Mohamed Ahmed Al-Ghazouani. Ce programme qui est financé à hauteur de 41 milliards d'ouguiyas anciennes constitue le premier d'une série d'autres qui seront lancés en vue d'impulser un changement positif concret des conditions de vie des citoyens et rentre dans le cadre des engagements pris par le président de la République en direction des populations du pays. Donc, sur le plan sanitaire, docteur, nous allons expliquer détail par détail les différentes composantes de ce programme sanitaire, en commençant par le volet malnutrition. Le volet malnutrition, il s'agira d'ouvrir cette année 435 centres de récupération et d'éducation nutritionnelle. Au niveau de la Mauritanie entière, dans les zones... Pas spécifiquement les zones de Nouakchott. Pas spécifiquement, c'est toute l'étendue dans les zones de vulnérabilité, là où le pic de la malnutrition aura été. Et donc, on a des analyses cartographiques de vulnérabilité qu'on fait régulièrement pour positionner ces CRNAM là où ils seront les plus pertinents. Pour l'autre programme qui est le plus important sur son impact, c'est celui de la gratuité des soins pour ces 70 000 ménages d'ici la fin d'année qui vont être dans le quintile les plus pauvres de la population. Et qui, avec cette initiative, on aura dans l'avancée vers la couverture santé universelle,
Ça rentre dans le cadre, si j'ai bien compris, opération main propre que votre département de la santé a initié depuis quelque temps sur l'instruction des pouvoirs publics, la qualité des soins et la fourniture des soins et des médicaments aux populations. Pas directement, mais c'est un prolongement quand même. Ça le favorisera parce d'accord. que quand on finance correctement la santé, on va pouvoir la produire avec la qualité qu'il faut. Et donc ça, c'est une source de financement pour la santé qui va lui permettre effectivement de faire ceci. Mais surtout, une réduction des barrières financières pour 70 000 ménages qui ne pouvaient pas accéder à tout ce paquet de services-là, qui a été immédiate. Donc avec cette décision politique, qui, quand elle se concrétisera par leur assurance, donnera vraiment une chance à ces 70 000 ménages. Mais ça fait longtemps que les centres de nutrition n'existent plus au niveau de l'intérieur du pays. Si, il existe. C'est-à-dire que la malnutrition à un nombre limité quand même. Non, à deux volets. La malnutrition aiguë sévère qui est systématiquement faite dans les formations sanitaires avec son dépistage et sa prise en charge. Et puis la malnutrition aiguë modérée qui est faite en communauté pendant les périodes plus intensément pendant les périodes de soudure, mais aussi de façon régulière. Et donc, il y a un aller-retour entre les centres de CRENAS, c'est-à-dire de récupération de la malnutrition aiguë sévère, et c'est modéré. Mais les CREN, comme vous le savez, n'existent plus. Ça fait longtemps que... C'est-à-dire que la prise en charge n'est plus dans le modèle qu'il y avait avant, parce que nous avons des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. C'est un programme nouveau. Voilà, ça s'intègre carrément dans l'offre de services comme toute offre. C'est comme les cantines scolaires qui n'existaient pas depuis un certain temps et qu'on y pense introduire dans le cadre de l'école républicaine, je pense. Donc ça, c'est un autre volet. Voilà, c'est un autre volet parce que la similitude est que voilà, pour la malnutrition aiguë sévère, sa prise en charge est devenue intégrée dans l'offre de services que nous faisons. Et pour la modérée, il y a cette initiative d'avoir les CRENAM et les régulières, mais à ce volume-là, de la faire au cours de cette année, c'est un grand geste assez important. Bon, pour ce qui est de l'autre mesure, qui est donc spécifique à la santé, j'ai dit donc la gratuité des soins, donc ça va être par l'assurance, mais aussi l'autre programme qui va être la gratuité des transports, des évacuations sanitaires. On a dit donc entre les formations sanitaires. Et ça, ça cible seulement les populations pauvres? Pas seulement, toutes les références qui vont avoir lieu entre les formations sanitaires. Ah, d'accord. Et ce programme a déjà commencé. C'est depuis pour le début tout de le monde. l'année, voilà, pour Toutes tout le monde, catégories confondues. pour tout le monde, toutes catégories confondues. Quand une évacuation a lieu entre les hôpitaux, elle est gratuite pour le patient. Ah, d'accord. La Et ça formation la prise en charge entièrement par les structures de santé. Là, l'extension donc, par cette mesure, va être aller un peu plus loin en amont, en aval plutôt, en amont. Donc entre les centres de santé et les hôpitaux, et entre les postes de santé et les centres de santé. La troisième mesure qui va impacter aussi l'utilisation des services de santé pour les mères, c'est cette réduction du forfait obstétrical de 55%, qui va faire en sorte aussi que ces femmes qui n'étaient pas assurées et qui n'étaient pas non plus très pauvres pour être prises dans cette mesure d'extension de l'assurance, vont pouvoir aussi accéder aux soins à moindre coût par cette mesure-là. Donc ce sont trois grandes mesures qui, additionnelles à ce que faisait la santé déjà dans ses programmes normaux d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile par ces stratégies de proximisation des services, sont des mesures qui vont faire utiliser ces services de façon plus importante par ces franges qui en ont le plus besoin. Donc vous pensez que ce programme, les outils de suivi et d'évaluation de ce programme, est-ce qu'ils ont été mis en place par le département de santé? Voilà. Bon, c'est là un peu la complexité de la chose. Mais les montages que nous sommes en train de faire simplifieront amplement les choses. Quand on assure cette frange de la population, elle sera dans le dispositif de l'assurance maladie qui, elle, couvrira le risque et remboursera les formations sanitaires. Le ministère de la Santé n'aura pas un coût additionnel de gestion de ce dispositif-là. C'est pour ça que nous avons mis Azur qui identifie les indigents par le registre social en négociation avec la CNAM
qui aussi d'accord. assure pour qu'ils trouvent les Vous mécanismes. venez en appui Voilà, à... en appui à ça, qui trouve les mécanismes de pouvoir assurer toute cette population-là. Elle sera utilisatrice des services indépendamment de toute stigmatisation et de façon équitable parce qu'ils auront les mêmes droits que tout le monde. C'est ça la valeur vraiment sociale et morale de ce geste-là. Pour l'autre Allez-y. projet, qui est celui des accidents de la voie publique et des mesures qui ont été prises. Ce projet a aussi été déjà lancé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, donc en décembre déjà. À partir d'Alec, je pense. À partir d'Alec, voilà. Et Nous donc, avons depuis mis un certain nombre d'ambulances d'ailleurs au niveau voilà, des différents et axes. depuis qu'il a été lancé, on a constaté une réduction du volume des accidents et de leur gravité. Ah, d'accord. Voilà, il s'agit aussi de l'extendre aux autres axes routiers, hein, en mettant les mêmes Actuellement, il est dispositifs. limité seulement au niveau de Voilà, pendant la au phase niveau du Brakla, phase pilote, Boutilimi. etc., on a remarqué l'utilité de ce dispositif en prévention et en prise en charge adéquate des accidents, qui a réduit leur gravité, que maintenant, en l'étendant aux autres axes routiers, on va pouvoir réduire cette lourde mortalité et handicap qui sont sinistrants pour nos familles. C'est une mesure donc hautement importante. Et puis, l'autre, c'est les maladies chroniques. Vous dites ici les maladies aiguës, l'insuffisance aiguë. C'est plutôt les malades chroniques, telles que l'insuffisance, qui devaient faire des dialyses régulièrement. Les insuffisances Voilà, rénales. les insuffisants rénaux, qui devaient faire des dialyses rénales. Et donc, qui, parfois, le coût du transport était un handicap pour suivre correctement Donc, là. ça va Donc, c'est une décentraliser. mesure aussi, voilà, D'accord. c'est une mesure de soulager. Il y aura des unités d'hémodialyse au niveau des structures Il y de a santé. déjà des structures un peu partout, mais Ils n'auront plus besoin de se rendre à l'hôpital national pour le... voilà. Et puis des fois, quand ils devaient se rendre à leur hôpital régional où la dialyse existe, ils avaient des freins financiers pour l'accès au transport. Et donc, ce sont des mesures qui vont être assez utiles. Et la structure des soulageantes. prix pour les populations pauvres, pour les hémodialyses, par exemple, pour accéder. Oui. Est-ce que c'est des prix qui tiennent compte du pouvoir d'achat de ces populations pauvres-là? Et surtout du coût du transport. Ou est-ce qu'elles ça sont va prises être- en charge gratuitement dans le ça cadre va être une subvention qui Symbolique. permettrait, voilà, pas, j'espère pas symbolique, parce que déjà il y a un effort qui est fait par le MASEF, et là on souhaiterait que ce soit le coût du transport ou des mesures qui soulageraient quand même ce coût du transport de façon substantielle pour que l'utilisation de ces services soit pas freinée par la barrière financière. D'accord, merci docteur. Et donc, monsieur le directeur Mohamed Lemine Seyid, directeur de l'Institut national de la promotion de la formation technique professionnelle, dans le cadre de la FTP, est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques des centres de formation professionnelle au niveau de Nouakchott et à l'intérieur du pays? Et dans un proche avenir, quelles sont les ressources humaines qui vont sortir de ces centres pour être injectées au niveau du secteur privé? Merci. Pour ce qui est des centres de formation, il y a 18 centres de formation technique professionnelle sous la tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle. Il y a d'autres centres qui se trouvent sous la tutelle d'autres départements, tels que l'Académie navale, qui est sous la tutelle du ministère de la Défense et du ministère Conjointe, de, une tutelle conjointe entre le ministère de la ministère de la Défense et le Pêche. ministère de la Formation. Ministère de la Pêche. Et il y a les connaissances de formation. Donc vous êtes associé un peu à la gestion de ces écoles? Selon la loi 038 2018, la tutelle pédagogique de tous les dispositifs de formation professionnelle doit revenir au ministère en charge de la formation professionnelle. Il y a les connaissances de formation et de vulgarisation agricole sur la tête du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Et il y a le centre de formation. Moi, je parle des centres FTP qui sont pilotés entièrement par votre département. Il y a 18 établissements de formation professionnelle pilotés par le ministère en charge de l'éducation, de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Mais les résultats jusqu'à présent n'est pas très satisfaisant selon les différentes personnes que nous avons rencontrées. Non, vous avez un centre de formation professionnelle, je pense, à Nema, à Selibabi, à Kifa. Oui. Mais est-ce que vous avez une idée des statistiques des sortants de ces centres? Est-ce qu'ils ont été injectés dans le marché local? Est-ce qu'il y a eu
pour eux des opportunités d'emploi ou ils sont en chômage? Parce qu'une grande partie, selon eux, ils disent qu'ils n'ont pas reçu d'emploi. De toutes les façons, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2012, il y a une régularité des enquêtes de suivi d'insertion des sortants des dispositifs de la formation technique professionnelle. Bon, il y a différents niveaux de formation. Il y a des formations qualifiantes, qui sont des formations courtes pour répondre aux besoins du marché de l'emploi dans des métiers qui ne demandent pas une période assez longue pour la formation. Il y a aussi la modestie des moyens parce que les moyens font défaut, parce que la formation, ça nécessite un certain nombre de moyens. Je vais vous expliquer. Il y a aussi d'autres niveaux de formation, un niveau de certificat de compétences qui est délivré après 6 à 9 mois de formation. Et il y a 3 niveaux de formation, le centre de certificat d'aptitude professionnelle, le brevet de technicien et le brevet de technicien supérieur. Ils ont les niveaux d'accès différents pour ces 3 niveaux. Le CAP d'accès du niveau 4e année collège, le BT, le niveau avec le niveau de 6e du baccalauréat. Et pour le BTS, l'accès c'est fait par le baccalauréat. Pour ces 3 niveaux, la durée de la formation est de 2 ans. Bon, en ce qui concerne l'insertion, le taux d'insertion globalement, il est assez satisfaisant. Pour ce qui est des formations qualifiantes, d'ailleurs, le taux d'insertion est assez important. Très élevé. Moi, ma question, est-ce que le programme, par exemple, en cours d'exécution au niveau de Nouakchott et qui sera étalé au niveau de l'intérieur du pays, tient compte des différentes insuffisances constatées au niveau de la formation et d'insertion de ces jeunes? Bien sûr, pratiquement le système de la FTP, il a pratiquement les mêmes défis que les autres ordres d'enseignement. Il y a un problème de capacité d'accueil. Les équipements des centres de formation? Je vais parler de ça. Il y a un problème de capacité d'accueil et il y a un problème d'insuffisance en équipement au niveau de certains établissements et il y a un déficit quantitatif et qualitatif des formateurs. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont pris des décisions dans le cadre du programme prioritaire pour augmenter la capacité d'accueil, dans le cadre des plans d'action sectoriels pour engager des actions afin d'améliorer la qualité de la formation. Motiver les formateurs d'ailleurs? À travers leur formation tout d'abord, à travers leur formation. Et en deuxième lieu, à travers aussi la question des équipements et aussi l'amélioration du suivi et de l'encadrement de toute l'opération pédagogique au niveau des établissements de formation. C'est ainsi que le département de la formation, dès le début de l'année, et c'est la première fois que ça se passe en Mauritanie, que les cours au niveau des différents ordonnancements ont commencé dès le premier jour. Parce que tous les outils pédagogiques étaient élaborés avant la rentrée et les personnels d'encadrement et formateurs étaient déjà sensibilisés. Au niveau de la FTP, il y a des séminaires de formation qui ont été organisés pour leur permettre de s'approprier ces outils qui ont été élaborés par les structures de pilotage au niveau central et qu'on appelle des journaux de formation. Ces outils ont permis aux formateurs d'assurer la formation avec beaucoup plus de sérénité et aussi beaucoup plus c'est-à-dire que les progressions des cours ont été faites afin de garantir que tout le programme sera fait et sera enseigné durant l'année scolaire et qu'on ne se trouve pas un jour à la fin de l'année de formation où certains modules n'ont pas été réalisés par les stagiaires. La deuxième vous êtes d'accord avec moi il y a des centres, quand vous visitez ces centres à l'intérieur du pays, vous trouvez des centres complètement fermés. Parce que moi, ça, je ne peux pas le dire. Je peux pas le dire. La vétusté des équipements, le manque de moyens d'encadrement. On a dépêché des missions de suivi pédagogique le début de l'année
Et on a les rapports au niveau de chaque centre. Mais vous êtes d'accord avec moi quand même que les moyens font défaut, par exemple, à ce centre de formation? Comme je vous ai dit, surtout. Je vous ai dit que les dysfonctionnements au niveau du système éducatif de façon générale sont énormes. C'est pourquoi on ne peut pas les régler avec une baguette magique. Non, moi je vous fais un plaidoyer pour que la FTP, la formation professionnelle, puisse avoir les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle de formation professionnelle et d'insertion de ces jeunes et les injecter sur le marché local. Parce que la motivation de toute institution ou de tout personnel nécessite sa motivation, son rendement nécessite sa motivation. Je suis d'accord avec vous qu'il faut agir sur tous les éléments qui rentrent dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la formation. Et parmi ces éléments, il y a la motivation du personnel formateur. Et je pense que le ministère a pris certaines mesures dans ce sens. Et il y a d'autres mesures qui vont suivre dans le cadre de cette motivation-là. Je pense aussi qu'il y a des mesures qui ont été faites dans le cadre de l'amélioration des conditions de la formation d'une façon générale. Comme je vous dis, à travers la formation des formateurs, à travers la question des équipements, à travers l'extension des établissements pour augmenter la capacité d'accueil, à travers même la révision des programmes de formation. Et tous ces éléments-là rentrent dans le cadre de la qualité de la formation. Comme je vous ai dit que pour la FTP, particulièrement aussi, que les programmes élaborés suivent un processus de telle façon de garantir l'adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Parce que toute formation qui va se dérouler, elle doit améliorer l'employabilité des jeunes après leur formation. Et parce que déjà, il y a des sites sectoriels, des enquêtes au niveau du marché de l'emploi qui ont été faites et qui sont à la base de l'élaboration de ce programme de formation et d'ailleurs qui sont à la base de la carte de formation qui a été établie par le département. Donc il y a une feuille de route un peu pour impulser ces centres de formation, diagnostiquer un peu les problèmes qui se posent au niveau de ces centres et trouver les solutions adéquates. Exactement, c'est ce qui a été fait. Il y a tout le diagnostic qui a été fait et qui est partagé par tous les acteurs de la FTP. Et ce diagnostic a permis de mettre en place des plans d'action afin de solutionner tous les problèmes qui sont posés. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie. Et surtout dans le cadre de ce programme prioritaire qui est l'objet de notre émission ce soir. Et il y a beaucoup de mesures qui rentrent dans le cadre de l'amélioration. On va y revenir dans le cadre de l'éducation. Amadou Oumar, par rapport à ce programme d'enclavement, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce programme? Bon, en fait, je dirais que ce programme joue un rôle fondamental dans le développement économique et social, d'autant plus qu'il embrasse pratiquement tous les domaines, tous les secteurs, parce que nous savons que la route du développement passe par le développement de la route. Mais en plus de l'importance de la circulation des personnes et des biens sur le plan économique, qu'est-ce qu'elle va offrir comme opportunité économique, ce programme routier? Voilà, donc elle va aussi donner des opportunités en fait d'emploi, parce que le domaine des travaux publics, surtout en matière de construction routière, nécessite vraiment beaucoup de main-d'œuvre. Donc ça va vraiment générer de l'emploi, surtout au niveau de ces zones les plus démunies. Donc ça rentre dans le volet en fait social. Donc ce qui permettra vraiment à améliorer en fait le revenu des ménages vivant surtout dans les quartiers les plus défavorisés. Voilà. Et aussi, ça va faciliter aussi l'accès à l'école, puisque ça va de pair. Donc la santé également est concernée par les infrastructures routières, puisque aujourd'hui on peut se retrouver dans un cas où on a un malade qui doit être évacué. Une urgence surtout. Voilà, une urgence, et alors qu'il n'y a pas de route. Donc si on a un bon maillage en termes de réseau routier, donc ça aussi vraiment ça a un impact très positif. Donc en matière de santé et également aussi au niveau de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a
un problème réel de transport qui se pose si on n'a pas les routes de qualité et si aussi on n'a pas un bon maillage en termes de réseau routier. Absolument. Donc du coup, ça a un impact positif sur en fait tous les secteurs. Parce que comme je vous ai dit, la route du développement passe par le développement de la route. Donc voilà, et le ministère de l'Équipement et des Transports va mettre tout en œuvre. Mais est-ce que le réseau va couvrir les différentes structures de l'État existantes comme l'éducation et la santé? Est-ce que c'est prévu? Oui, en fait, quand on regarde le positionnement géographique donc, de l'ensemble des axes routiers que nous avons, que je n'ai pas eu donc, le temps d'énumérer, puisqu'on a beaucoup d'axes. Mais tous ces axes-là, on regarde le positionnement, on va voir qu'il y aura des centres de santé au niveau de la ville de Nouakchott, donc qui seront desservis par ces réseaux-là. Et également aussi, il y aura les infrastructures en fait, scolaires, telles que les écoles, qui seront aussi également desservies par ce vaste programme donc, de construction routière au niveau de la ville de Nouakchott. Où le programme va aussi s'étendre au niveau des zones de l'intérieur du pays, indépendamment de ces départements cités dans le cadre de ce programme d'urgence. Oui. Pour le moment, on est dans le programme d'urgence, donc la première phase. Bon, la deuxième phase également, quand on va dans le plan d'action, dans le plan d'action du ministère de l'Équipement et des Transports, donc 2019-2023, on verra qu'il y a un vaste programme, un vaste chantier donc, de construction routière qui est prévu pour desservir pratiquement beaucoup de régions. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques actions phares de ce programme routier 2020-2023? Bon, je peux en citer quand même certains axes qui seront faits à l'issue de ce programme-là. Mais est-ce qu'au niveau des Nouakchott, par exemple, les zones déjà où il y a des routes qui sont complètement vétustes, est-ce qu'il est prévu une réhabilitation de ces axes-là? Bon, il y a un programme déjà de réhabilitation des axes qui est déjà en cours. En fait, c'est le programme de mise à niveau qui a été lancé pratiquement depuis pratiquement 2 ans, donc qui est en cours de réalisation. Mais là, comme je vous ai dit, juste le programme que nous avons maintenant, les 40 km de voirie neuve, concerne juste le programme en fait, immédiat donc de sécurité sociale. Mais aussi, il est envisagé donc, dans ce plan d'action-là, d'améliorer aussi la desserte au niveau de la capitale et aussi les autres capitales régionales. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie vraiment du volet du ministère de l'Équipement et le ministre de l'Équipement et des Transports donc, insiste vraiment là-dessus en fait, afin que durant en fait, cette période 2019-2023, qu'on ait vraiment quand même un bon maillage en termes de desserte donc routière, que ce soit au niveau des grandes villes, la capitale, aussi les autres capitales régionales, au niveau de toutes les grandes villes, et aussi entre les départements. Donc c'est un vaste chantier qui est déjà programmé et qu'on espère bien voir être réalisé. Et puis, merci Dia. Docteur, vous êtes d'accord avec M. Dia qui a mis en relief l'importance de la mise en place des réseaux routiers et ce que constituent ces réseaux routiers pour la facilitation des malades au niveau des postes de santé. Absolument. On connaît dans les déterminants de la mortalité maternelle ce qu'on appelle les retards. Le retard de prise de décision au niveau de la famille en reconnaissant les signes de danger de la grossesse, par exemple. Et le second retard qui est le retard du transport pour arriver aux formations sanitaires, qui sont vraiment, quand on peut les réduire par des initiatives comme ça a un impact sur cette problématique que nous connaissons en santé. Donc effectivement, en Afrique et dans les pays en développement, la route est un facteur d'amélioration de la santé. Une bonne route, quand on réduit les délais de transport, on est effectivement contributif dans la santé. Ça l'est aussi pour les transports scolaires, parce que des étudiants qui sont universitaires, qui doivent faire 2 heures pour aller à l'université quand ils habitent de l'autre côté, c'est un soulagement pour eux que d'avoir un maillage routier qui permet de réduire ceci. Donc, c'est effectif. Donc les postes de santé au niveau de ces Moukata, quand ils seront accessibles par ce réseau de routes, ça aura un impact sur leur utilisation indéniable. D'accord. Et par rapport à ce programme,
le président de la République, dans le papier que nous avons suivi avec Baylaba, il a parlé de l'extension dans un proche avenir des soins, notamment des accidents de circulation. Est-ce qu'il va s'étendre au niveau de ces zones et quand est-ce qu'il va toucher les zones de l'intérieur du pays? Voilà. Donc, l'idée actuellement... En matière de prise en charge. L'idée actuellement, c'est qu'avec ces dispositifs que nous avons mis avec un réseau d'ambulances équipé, un personnel médical qualifié qui est positionné d'ici jusqu'à l'axe, jusqu'à Alleg, avec une petite extension vers la route Bogué et une vers le reste de la route de l'Espoir, on a déjà appris à en savoir-faire et surtout vu l'utilité de ces dispositifs-là en prévention et en prise en charge. Cette mesure de l'extendre aux autres axes routiers est la bienvenue, effectivement. Et c'est une décision qui a été prise. Il s'agit de le réaliser rapidement, mais bon, ça a des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut des acquisitions d'ambulances, mettre en place des équipes et tout ça, mais tout ça se fait dans le requérant, dans l'exercice budgétaire de cette année, Inch'Allah. D'accord. Et par rapport aux centres de nutrition, est-ce qu'ils seront généralisés au niveau de l'intérieur du pays? Les centres de nutrition, comme je l'ai dit tantôt, donc il y en a 435 qui vont être ouverts dans tout le territoire national en fonction des zones de vulnérabilité. Et combien au niveau de Mokata de Nouakchott? Nouakchott, dans les ceintures périurbaines, on a de la vulnérabilité. Ça va être avec précision. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que ça va bénéficier de cette cartographie avec un certain nombre de centres de rééducation qui seront donc proches des formations sanitaires pour que le va-et-vient entre la malnutrition aiguë sévère et la modérée soit plus géré plus efficacement. D'accord. Monsieur le directeur, Mohamed Lamine Seyid, par rapport à l'éducation nationale, nous avons fait un petit survol de l'AFTP, ses inconvénients, et le programme qui sera aussi, le plan d'action qui sera mis en place par le département de la formation professionnelle. Par rapport au programme de l'éducation nationale, ces établissements d'enseignement secondaire qui sont prévus dans le cadre du programme lancé par le président de la République au niveau de Nouakchott, quand est-ce qu'ils seront généralisés au niveau de l'intérieur du pays? Est-ce qu'ils vont les toucher avant la fin de cette année ou l'année 2021? Le département en charge de l'enseignement secondaire de la formation technique professionnelle a élaboré un plan d'action quinquennal qui repose sur les engagements de son Excellence le Président de la République et la déclaration de politique générale du gouvernement. Je prends dans le cadre de ce plan d'action toutes les mesures ont été prises pour aboutir aux résultats escomptés au terme de ce calendrier. Et pour ce qui est du plan prioritaire, il a déjà fixé 40 établissements au niveau du secondaire, 89 écoles au niveau du fondamental et 484 classes pour résoudre les déficits en classes existants au niveau des écoles fondamentales. Mais quant à l'année prochaine, l'école républicaine, c'est à partir de 2021. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, il y aura une extinction du fondamental privé. C'est-à-dire qu'il y aura environ 415 salles de classe pour prendre en charge les effectifs provenant du secteur privé. Donc, ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, cette mesure sera prise et il n'y aura pas de première année au niveau du privé. Et il y a aussi d'autres mesures qui sont de nature un peu améliorée au niveau du fondamental. La carte scolaire, la révision de la carte scolaire va essayer de limiter les écoles incomplètes. Parce que nous savons que cette dispersion des écoles, vraiment, c'est une dispersion des moyens. C'est aussi
elle a aussi elle a beaucoup affecté la qualité de la formation. Donc, à travers la révision de la carte scolaire au niveau du fondamental, il y aura une limitation des écoles incomplètes. Et au niveau du secondaire, il y aura une augmentation de la capacité d'accueil, comme je vous ai dit, des établissements. La même chose au niveau de la FTP. Et il y aura aussi l'amélioration, c'est-à-dire la formation du personnel enseignant au niveau de différents ordres d'enseignement, c'est-à-dire des ENI verront leur capacité d'accueil renforcée. Et la même chose pour l'école normale de secondaire. Et la même chose, comme je vous ai dit auparavant, la création de 3 centres de développement pour la formation des formateurs au niveau de la FTP. Aussi, les curriculums. Donc, la formation des ressources humaines vont vous permettre d'être à l'abri un peu des déficits qui sont déjà constatés. Et en plus aussi, en prévision de l'augmentation des effectifs au niveau des différents ordres d'enseignement. Et ce renforcement va essayer de résoudre, se projeter dans l'avenir pour former les formateurs et les enseignants pour ne pas tomber dans la même situation. Ça veut dire que les prestataires des services enseignants qui sont recrutés ou qui sont liés aux établissements par un contrat, donc vous allez, une fois ces formations, ces ressources humaines formées, vous allez mettre fin à leur... Bon, je pense que les prestataires de services, ils ont des contrats et juste des droits qui sont déjà dans le cadre de ce contrat. Pour ceux qui se sont distingués... Mais en attendant la formation des ressources humaines, je pense... Pour ceux qui se sont distingués et qui ont rempli toutes les conditions... Peuvent être intégrés. Et ils peuvent au moins se garder le statut ou même voir leur statut se développer. Donc, c'est ça ce que je peux dire là-dessus. Mais quand même, c'est que les mesures pour renforcer les capacités des ENI, de l'ENS, et la création de 3 centres de développement de compétences, c'est pour éviter qu'on se trouve dans la même situation que nous avons hérité, un déficit important de personnel enseignant au niveau des différents ordres d'enseignement. Donc je pense qu'à l'avenir, cette situation va décroître, Inch'Allah, et nous ne serons pas dans la même situation que nous vivons aujourd'hui. Pour ce qui est aussi des curricula de formation, des programmes seront révisés. Et comme vous savez, tous les gens se plaignent de la qualité de l'enseignement et de l'éducation d'une façon générale. Je pense que ce diagnostic nécessite la prise d'une décision de réviser tous les curricula de formation. Et c'est ce que le département envisage dans le cadre de ce plan d'action, Inch'Allah. Donc la révision des niveaux des curricula, des programmes de formation. Des programmes de formation. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez des élèves universitaires qui ne peuvent même pas libeller correctement une lettre. Ça, c'est un handicap. Bon, je pense que... Je ne sais pas si le plan d'action du département a tenu compte. De toutes les façons, l'une des actions que le département va entreprendre, c'est une évaluation des formateurs existants déjà. Donc ça c'est naturel parce que en général ils doivent suivre des formations continues pour améliorer les prestations et tout ça. Donc ça veut dire que beaucoup de choses ont été prises et d'autres actions seront prises pour améliorer la qualité du système éducatif d'une façon générale et dans les années prochaines, Inch'Allah. Par rapport à l'école républicaine, est-ce que vous pouvez nous donner des informations plus détaillées sur l'objectif de la création de ces écoles républicaines? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'école républicaine. Vous savez l'importance de l'enseignement fondamental dans la création de la personnalité de l'individu. Cette tranche d'âge
c'est la tranche d'âge où la personnalité de l'individu se forme, c'est-à-dire les bases, se basent. Donc, le fait de créer l'école républicaine, c'est premièrement pour d'une façon générale créer l'identité nationale, c'est-à-dire que tous les enfants du pays se trouvent ensemble, et aussi de garantir, de limiter certaines disparités qui existaient au niveau du fondamental, et de garantir beaucoup plus d'équité dans l'accès à l'enseignement, à sa qualité pour tous les citoyens mauritaniens. Et il y a aussi une autre mesure qui sera prise, l'institutionnalisation de la tenue scolaire. Cette mesure aussi aura son impact pour un peu limiter... Ça, c'est pour l'année prochaine. C'est une mesure qui est prévue dans le cadre du programme électoral de son Excellence le Président de la République et qui va aussi limiter un peu les disparités existantes au niveau de tous les citoyens mauritaniens, au niveau de tous les enfants mauritaniens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une tendance de créer l'école républicaine, c'est-à-dire que tout le fondamental soit un enseignement public de qualité, où tous les enfants mauritaniens se retrouvent ensemble, riches, pauvres. C'est ça l'essentiel de cette mesure. D'accord, Monsieur Dia. Donc on va essayer de faire l'évaluation un peu de ces 3 semaines déjà après le lancement de ce vaste programme par le chef de l'État. Peut-on avoir une idée un peu de l'état d'avancement du réseau routier au niveau qui relie un peu ces différentes muqata'a? Ok, donc comme pour vous rappeler que en ce qui concerne les 40 km de voirie et donc en cours de construction, ça a été lancé en janvier 2020. Donc déjà les travaux sont en cours. Et globalement, l'étude topographique est en train d'être réalisée et ça concerne pratiquement en fait la quasi-totalité des axes. Bon, Ça veut dire que les chantiers ne sont pas encore lancés, mais nous sommes donc au niveau de l'étude topographique. Nous sommes au niveau de la phase étude topographique et l'étude d'exécution. Ah, il y a un axe déjà qui est carrément en avance où ils ont même commencé les travaux de préparation et de terrassement. À quel niveau? Oui, l'axe qui concerne Jimmy, qu'on appelle l'axe Jimmy, là déjà le dossier d'exécution a été approuvé. Ils ont même commencé à faire les travaux de terrassement. Donc ils sont au niveau de terrassement et les travaux préparatoires. Bon. Concernant les autres axes, il y a des axes dont les études topographiques sont déjà terminées, donc ils sont en train de finaliser les dossiers d'exécution. Les travaux sont pour une durée de combien de temps? Oui, les travaux sont pour une durée de 14 mois, donc à compter de janvier 2020. Donc ça doit se terminer donc en 2021? Oui, en 2021. Oui. Et concernant les axes donc, qui bénéficient de pavage, donc là, la convention n'est pas encore signée. Mais ce sera signé bientôt avec donc l'établissement ETRML, qui est l'établissement d'exécution des travaux en matériaux locaux, qui sera donc le maître d'ouvrage délégué, qui va réaliser les travaux de pavage au niveau des 2 axes dont j'ai cité, l'axe qui concerne Carrefour Seba vers Carrefour Sonnet et également l'axe qui concerne Carrefour Tounou-Solim vers Poteau 3, Arafat. Donc ça veut dire déjà que les travaux sont lancés pour la plupart. En ce qui concerne les voiries neuves, et qu'avec la cadence, on espère bien que les travaux finiront dans le délai imparti. Ah, d'accord. En tout cas, les instructions sont données, c'est clair, et voilà. Donc, ils vont faire le maximum pour pouvoir vraiment terminer dans le délai imparti. D'accord. Mais est-ce que le département s'est déjà rendu dans un premier temps pour voir un peu l'état d'avancement de ces travaux? Si, bien sûr. Au niveau du département, ils organisent à chaque fois des visites de chantier. En fait, il y a les ingénieurs qui travaillent, les ingénieurs au niveau de l'administration. Il y a une cellule de suivi? Oui, qui sont
désignés donc, pour suivre l'état d'avancement des travaux. Donc, il y a même en fait, la coordination est assurée par la DGIT. Donc, il y a toujours un coordinateur de projet qui est désigné par le département pour suivre l'évolution des chantiers. Donc, il fait l'interface entre la mission de contrôle et l'entreprise, donc qui se rend sur le chantier, et effectuer des visites et voir comment le chantier avance. Donc, de ce point de vue, toutes les dispositions sont prises aussi pour que... Donc, nous pouvons rassurer les téléspectateurs que le programme avance sans aucun problème. Oui, nous pouvons bien sûr rassurer en fait tous les Mauritaniens qui nous suivent. Au niveau de certains axes, mais au niveau d'autres axes, il y a l'étude topographique seulement qui est déjà effectuée. Oui, comme on est aussi en phase de démarrage, le début est toujours comme ça. Mais bon, de toutes les façons, au fur et à mesure, l'entreprise mettra les moyens qu'il faut, en fait, le moyen matériel et humain, pour donc démarrer pratiquement même les autres axes qui ne sont pas encore entamés. Et en même temps, parce que aussi l'idée est que c'est pas facile de démarrer tous les axes aussi, ça crée des fois des problèmes de déplacement, de bouchons et tout. Donc du coup, au fur et à mesure, ils vont mettre encore beaucoup plus de moyens, donc déployer beaucoup plus de personnel et pour pouvoir vraiment faire progresser le chantier et dans le... Voilà, merci, docteur, merci, monsieur Dia. Donc, docteur Ali Cheibani, vous êtes le mieux indiqué de parler du suivi un peu de ce programme de santé au niveau de ces Muqata'a, parce que vous êtes la direction la plus impliquée dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de santé au niveau des Muqata'a et même au niveau des zones de l'intérieur du pays. Quelle première évaluation faites-vous de ce programme et quel est son état d'avancement sur le terrain? Tout à fait, cela nous honore effectivement. Bon, pour ce qui est le plus gros volet qui est donc la prise en charge de cette gratuité, les négociations ont été lancées entre la CNAM et l'agence d'Azur qui a le registre social pour trouver les mécanismes de cet aspect assurantiel. Instruction a été donnée à la CNAM donc de prendre les dispositions pour pouvoir faire face à ce volume d'adhérents-là. Donc ça c'est le plus gros, donc ça a été lancé depuis la semaine dernière. Pour ce qui est des autres projets, il était déjà lancé, celui des accidents de la voie publique, il est déjà lancé, il s'agit de l'extendre. Donc c'est un projet additionnel qu'on va mettre à notre programmation de 2020, qui a déjà été bouclé, nos plans d'action sont bouclés, nos plans de passation de marché sont bouclés, mais il s'agit de faire un appendice pour que ces marchés-là puissent être exécutés à travers notre processus de passation de marché sans être en retard, tout en étant le plus diligent possible. Et pour ce qui est des autres mesures aussi, des dispositions sont à prendre à l'intérieur de la pyramide sanitaire pour que tout le monde soit prêt à faire face à ça, notamment la réduction du coût du forfait obstétrical, les mécanismes de remboursement après dans un trimestre, mais les processus sont déjà lancés pour faire face à ces défis-là organisationnels. Et quand on se concerne les victimes des maladies aiguës, maladie chronique, ce sera dans les mêmes aspects, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte, l'idée est que les comités de mais est-ce que le gestion... programme prévoit la construction des postes de santé où il y a les hémodialyses Non, dans le cadre de ce programme? Pas dans ce programme-là spécifiquement, ce qu'il va faire. Donc l'insuffisance rénale dans le cadre de ce programme, qu'est-ce que ça veut dire? Les insuffisants rénales sont des maladies chroniques qui ont ce lourd fardeau-là du coût du transport. Mais ils vont se traiter au niveau de ces Muqata'a. Il y avait déjà l'initiative de la gratuité de la prise en charge de la dialyse pour eux. Ah d'accord. Et donc maintenant, ça va être ils n'auront plus besoin de recourir au déplacement vers les autres centres de santé ou à l'hôpital. Voilà, ils allaient de leurs propres moyens vers ces formations sanitaires et parfois les coûts de transport freinaient leur assiduité au traitement. Maintenant, la prise en charge du transport, c'est une mesure qui va leur soulager ce coût de transport. Donc ils sont pris en charge sur le plan de transport vers ces postes de santé. Voilà, on va faire en sorte que quand un malade qui est suivi pour dialyse dans une Muqata'a, dans son hôpital régional, les médecins ou la centre de santé qui le suivait puissent favoriser son transport jusqu'à l'hôpital où il fait sa dialyse régulièrement. En ce qui concerne les hémodialyses, est-ce qu'il y a la gratuité aussi des prestations médicales? Elle était déjà. Ils avaient la gratuité de la dialyse. Maintenant, quand ils seront dans la catégorie des plus défavorisés, ils seront automatiquement pris en charge
par le registre social, et à ce moment-là bénéficieront de l'assurance maladie comme tous les autres. Ah, d'accord. Voilà. Et quand il s'agit aussi des urgences, la prise en charge des cas d'urgence au niveau des structures de santé. Pour cette frange-là, les coûts des urgences, les coûts de l'hospitalisation, plus... Ça, c'est au niveau national. Au niveau national, pour cette frange qui a été bien identifiée, parce qu'il faut qu'il soit identifié par le registre social comme étant bénéficiaire de ceci. Mais en attendant d'être identifié, et une personne souffrante, par exemple, qui s'est présentée au niveau d'un poste de santé, par exemple, en attendant les formalités, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait le prendre en charge? La mesure, c'est que pour toute personne en urgence, il faut d'abord prendre en charge l'urgence vitale. Ah, d'accord. L'urgence vitale. Et penser après aux autres formalités. Penser après aux formalités. C'est ça le problème. Ça, c'est une mesure qui a été dite. Pour ces personnes qui auront donc leur assurance ou leur ticket qui a été donc aidé, ben, ils seront soignés et puis le recouvrement se fera à travers les voies ultérieurement. Mais ce ne sera pas un paiement direct par ces ménages-là. Ah, c'est là la valeur. Parce que la prise en charge aussi de ces patients aussi constitue une doléance même du personnel médical, parce que certains médecins posent ce problème, parce qu'ils disent qu'un patient, par exemple, venu au poste de santé en urgence et ne dispose pas des moyens nécessaires, comment est-ce qu'il faudrait... cette mesure-là, on est en train de soulager et les prestataires qui étaient devant ce défi moral-là et les utilisateurs qui, des fois, ne pouvaient pas accéder à ces services à cause de cette barrière financière. D'où l'importance de cette mesure sur celle dans le programme prioritaire, parce qu'elle améliore vraiment le niveau de vie et la qualité de la vie de ces ménages les plus vulnérables. Un autre point important, c'est-à-dire le coût des médicaments essentiels. Est-ce qu'il a été aussi révisé pour prendre en compte le pouvoir d'achat des populations résidant au niveau de ces zones-là? Parmi les actions que nous sommes en train de faire actuellement, une tarification, une étude de tarification est en train de faire pour unifier la tarification et la faire à son juste poids financier, en faisant en sorte qu'elle soit la plus sociale dans le public à cause des subventions qu'on lui fait et la plus normale en respectant une petite marge bénéficiaire qui permet aux privés de survivre aussi dans les milieux privés. Mais au niveau des médicaments essentiels, par exemple, mais vous continuez toujours cette politique de mise à la disposition des patients des médicaments essentiels à moindre coût? À moins de favoriser la disponibilité de ces médicaments essentiels à moindre coût dans nos formations sanitaires publiques. Mais il y avait des ruptures par le CAMEC, parfois des insuffisances de couvrir un peu ou d'approvisionner certains postes de santé en médicaments essentiels. Donc le problème ne se pose plus. C'est des difficultés récurrentes, mais pas plus que le CI normal. Et ce qui est actuellement, c'est qu'on essaie effectivement de quantifier correctement nos besoins, parce que la CAMEC avait une péremption de certaines quantités parce que la quantification en amont n'était pas correcte. Et donc là maintenant, la mesure qui est en train de se faire, et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est faire en sorte que des quantifications soient correctes pour que la prévisibilité par rapport à la CAMEC soit correcte aussi, et qu'on puisse disponibiliser le marché de façon adéquate. Merci docteur. On a pris beaucoup de temps à expliquer un peu ce volet de santé. Monsieur le directeur, nous sommes à peu près à la fin de cette émission. Un dernier mot par rapport à ce programme lancé par le chef de l'État. Bon, merci beaucoup. Je pense que ce programme constitue une part importante des engagements dans le cadre du programme électoral de son excellence le président de la République. Et donc, sûrement, c'est des actions qui vraiment auront leur impact au niveau du système éducatif d'une façon générale. Je pense aussi qu'elle témoigne de l'engagement des pouvoirs publics et de l'intérêt qu'elle donne au système éducatif d'une façon générale. Et je peux aussi dire que le chantier de réforme au niveau du système éducatif est bien lancé
et que, Inch'Allah, les résultats attendus seront de plus en plus visibles de la part et des citoyens et aussi de la part de tous les acteurs du système éducatif d'une façon générale. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Djamadou Omar, en dernier mot. Voilà, donc mon dernier mot, c'est ce programme que Son Excellence le Président de la République a lancé. C'est un programme très important, surtout en matière d'assistance aux populations les plus défavorisées. Et nos différents départements vont s'investir à fond pour que vraiment que ce programme soit réalisé et dans le timing et tout en respectant les règles de l'art, puisque c'est en fait une volonté réelle donc, qui est affichée donc, pour subvenir en fait, aux besoins des populations donc, bénéficiaires. Du coup, il y a un engouement autour de ce projet au niveau de notre département et chacun fera à son niveau usera de toutes ses forces et compétences pour accompagner donc, la réalisation de ce vaste chantier et sur lequel le président s'est lancé. Merci, M. Dia. Et donc, Dr Ali Cheibani, en dernier mot pour clore un peu ce débat. Sallallahu tawfiq à toutes ces initiatives-là qui sont effectivement d'un grand impact sur la santé des populations. Le département est en cours maintenant dans cette année transitionnelle de programmation de se mettre à niveau dans les normes pour mieux se lancer à partir de 2021 dans son plan pluriannuel Horizon 2030 afin d'atteindre les objectifs de développement durable pour lesquels il s'est engagé. Et donc nos attentes sont grandes sur cette année pour qu'elle puisse réaliser ce terrain qui va permettre le décollage correct de notre système de santé. Merci, docteur. Voilà la situation que le gouvernement s'est engagé à diagnostiquer de façon précise et pour laquelle un programme et des plans d'action de réforme pour corriger les dysfonctionnements et mieux coordonner les actions ont été élaborés afin d'inverser rapidement cet état des faits au service des citoyens qui est en définitive la finalité et l'acteur de tout développement. À la fin de cette émission, je tiens à remercier messieurs Mohamed Lemine Oul-Seyid qui est directeur de l'Institut national de la promotion de la formation technique et professionnelle, INAP-FTP. Merci monsieur le directeur d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également M. Dia Amadou Omar, qui est le chef de service des infrastructures maritimes et fluviales au ministère de l'Équipement et des Transports, Direction générale des infrastructures et des transports. Merci M. Dia d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également le Dr Ali Cheibani Cheikh Ahmed, qui est le directeur général de l'Organisation de la régulation et de la qualité des services et des soins au ministère de la Santé. Merci le directeur d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci.